Yvan Petit, mon ami, mon voisin. Ça, c'est Rabelais, tu sais, qui me manque. Oui, c'est comme ça qu'on commence dans Rabelais. Tout ça. Mon ami, mon voisin. Tu parles de Lao Film. Ouais. Lao Film, ça veut dire quoi? Et c'est toi qui as inventé l'expression ou bien où tu l'as prise? Je sais pas. Je la vois un petit peu se promener depuis. Donc je sais pas si c'est moi. Où est-ce que je l'avais entendu je crois que je l'ai d'abord vu en musique. Des groupes qui faisaient de la lofi. Il n'y a pas le W. Mais je pense que ça veut dire la même chose. C'est LO-FI. Et lofi, low film. C'est partie de ces trouvailles, je sais même pas quand est-ce que je les ai faites. Ça veut dire travailler avec. Au départ, ça veut dire travailler avec le moins d'outils possible. Ça veut dire travailler seul. Ce qui est toutes choses qui vont me paraître extrêmement simples, mais pour moi c'était déjà une déconstruction. Même en ayant commencé avec du Super 8, en Super 8 on faisait rarement les choses tout seul. En plus on faisait des petites fictions quand on était gamin, tout ça, donc il y avait des acteurs, et puis on croyait encore au truc que pour faire du cinéma il fallait être beaucoup, organiser des repas, avoir plein de voitures, enfin plein de machins comme ça. Et du coup c'est ça, le low film c'est venu. Mais je crois que c'est quand j'ai commencé à tourner avec un portable. C'est deux choses différentes, travailler tout seul et travailler avec le moins d'outils possible. Bah, j'ai pas vu il faudrait une équipe technique de 50 personnes autour d'un iPhone, j'ai pas encore vu, mais ça pourrait être drôle. Non, mais je pense, nous, pour le vocabulaire vlog Casey Neistat, tu vois, un moindre truc de 8 minutes, il y a son DSLR, il y a une GoPro, il y a les time-lapse qui fait à l'iPhone, donc il y a au moins la profusion d'outils, elle est là. Oui, il peut y avoir plein d'outils low tech. Et d'autre part, toi, quand tu filmais tes pelleteuses, tu étais tout seul, on en parlera, mais tu filmes avec des moyens très sophistiqués. Je filme de façon totalement primitive, avec des moyens un petit peu sophistiqués. Parce que je filme au pied en plan fixe, sans zoom, sans bouger, avec un micro suspendu à la caméra, sans preneur de son en plus, même si on refait beaucoup de son après. En tout cas, plus j'utilise un matériel gros, plus je reprends le truc du trépied des Frères Lumière, où on met une grosse boîte et on tourne la manivelle quasiment. La grosse caméra me redonne envie d'un rituel, vraiment de quelque chose qui est très posé, où c'est le point de fixité que j'ai trouvé qui détermine la mise en scène, ce que j'ai envie de filmer, etc. Le low film, en fait, c'est les seules choses que je fais où la caméra se déplace, par exemple. Un petit peu. Parce qu'en plus, même mes journaux filmés, les trucs à l'iPhone, je tourne plutôt, là aussi, en plan plutôt fixe, mais un petit peu moins. Je me déplace un peu. Mais ce qui est paradoxal, c'est que ton travail est basé quand même sur un journal, une instance autobiographique, je pense à la résistance des digues aussi, et a priori, c'est des choses tellement précieuses, pourquoi les faire avec des moyens pauvres ? Parce que précieux pour nos outils de travail, c'est pas pour ça que c'est les plus chers. Ce que je trouve précieux, c'est de pouvoir avoir un outil dans ma poche, comme dirait. Pour avoir mon appareil dans la poche, pour moi, c'est le truc le plus précieux, qui n'était pas gagné quand j'ai commencé à faire des films. J'ai eu du pot, moi j'ai commencé à travailler exactement à la bascule, où on nous disait encore qu'il fallait du matériel lourd, que ça coûtait très cher de louer une caméra à la journée, etc. Et puis très 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 vite ça a disparu. Et il y a eu des caméras mini DV. Ça, c'est qui s'appelait mini, tu vois, c'est comme low film. C'est l'apport d'Alain Cavalier d'avoir commencé ça. Bah oui, en plus, voilà, mais oui, Cavalier a commencé il a commencé 10 ans avant. Mais Cavalier, déjà, quand il a fait du 16 mm, pour lui, c'était déjà du low cinéma, en fait. Ouais. C'était déjà être plus que 2 ou 3. Quand j'ai travaillé avec Boris Lehmann, c'était du 16 mm, c'était ce qu'on considérait encore comme un format artisanal. Donc oui, filmer des choses précieuses avec des outils pas chers, oui, je pense que ça correspond ça me correspond un peu, ça. Mais comme faux paradoxe. L'évolution des téléphones fait que ce ne sont plus des outils pauvres, ce ne sont plus des outils pas chers. Oui. Et moi, ce qui me surprend toujours quand je te vois avec ton téléphone, tout le monde peut faire ça et comme ça. Mais c'est comme hier, j'étais avec ce copain Pifarelli.
si moi je prends ce que je fais pas, j'oserais pas, son violon, j'en tirerais que des raclements. Lui, si lui donne un violon de 80 balles fabriqué en série en Chine ou en Roumanie, il jouera quasiment la même musique, on pourra peut-être pas. Donc est-ce que quand tu te sers de l'iPhone, ce que tu investis, c'est ta formation à la caméra? C'est le fait de pratiquer tout le temps. C'est le fait de pratiquer tout le temps ou d'anticiper mentalement ce que tu filmes? Oui, si, j'anticipe un petit peu ce que je filme, mais pas tant que ça. Par contre, il y a un vrai truc de régularité. La semaine dernière, il y avait notre maître à tous, il y avait Alain Cavalier qui présentait son nouveau film. Il se définit plus que comme justement instrumentiste. Il a un outil et il faut pratiquer pour qu'il commence à sonner correctement. Et on pratique. Cavalier, il tourne encore avec une caméra toute vraiment bas de gamme. C'est-à-dire que mon journal filmé, je le fais maintenant plus avec une toute petite caméra Sony qui coûte 600 balles parce que je trouve que l'image de l'iPhone est effectivement presque devenue trop sophistiquée. Je préfère j'aime beaucoup cette toute petite, je l'ai pas, c'est dommage. Cette toute petite caméra, ce caméscope. Ouais. J'ai un très bon ami qui m'a raconté un truc formidable. Le terme caméscope a disparu des termes du commerce. Ouais. On ne vend plus des caméscopes. Et quand j'ai acheté cette petite caméra, la X53 Sony, je suis rentré dans un magasin, j'ai dit bonjour, je voudrais acheter un caméscope. On m'a dit mais vous voulez pas un appareil photo? J'ai dit ben non, sinon je vous montrerai un appareil photo, moi je voudrais un caméscope. Il n'y a plus de caméscope. Je ne sais plus comment ça s'appelle, le registre des noms commerciaux. On ne peut plus acheter un caméscope. L'autre caméscope. paradoxe, c'est que quand tu es dans tes films, tu parles toujours de l'œilleton. C'est-à-dire voir avec l'œil quelle est l'image qui te rentre. Tu vois à travers une grille. Quand tu te sers de ton téléphone ou de ton caméscope, tu sers de quoi? Tu vises quoi? Tu vises dans ta tête? Oui. L'iPhone, je cadre pas, en fait. Je fais un cadrage approximatif. Sauf quand je travaille vraiment au plan serré. Si je fais un cadre, tu vois, voilà. Si je fais un cadre... Si je filme ta main, je vais faire un cadre. Parce que là, je vois bien. Et tu vois, là, par exemple, il y a plein de trucs décrits sur mon téléphone. Voilà, là, je filme ta main avec le pot de cornichon. C'est formidable. Bon, je vois à peu près. Pot de cornichon que tu viens de m'offrir de ton jardin. Oui, c'est le pot de cornichon pour les contributeurs de la chaîne Patreon. Il était temps, ils vont être vieux, les cornichons. Bon, là, effectivement, mais parce que j'ai un cadrage, pareil, très primitif. En gros, je centre. Bon. L'œilleton, ça m'enferme dans ce que je suis en train de faire. Je garde toujours un œil ouvert. Je ne sais plus qui disait ça, beaucoup de gens, mais tu gardes ton œil gauche ouvert. L'œil gauche, c'est le réel, et puis l'œil droit, c'est le cadre. Et en gros, le cadre, il n'y a plus rien qui existe à partir de ça. Ça fait une drôle de gymnastique. Oui, mais ça paraît assez sain hein, de garder l'autre œil ouvert, déjà, parce que quand tu marches avec une caméra, sinon tu tombes. Alors, c'est quoi la différence entre faire un film, comme quand tu filmais le Cher avec le détournement et le contournement, là, que tu travaillais sur ce balai de pelleteuse mécanique, et quand est-ce que tu sais qu'il faut que tu tournes ton journal? À quel moment tu appuies par rapport au film où tu organises bien en amont ce que tu vas filmer? J'organise le fait d'aller filmer. Le chantier, j'ai filmé 100 jours presque consécutifs. Mais je ne savais pas ce que j'allais filmer. Et je demandais justement qu'on ne m'explique pas. Ça avait été une des choses qui surprenait les gens au chantier. Au début, ils ont voulu m'expliquer ce qu'ils allaient faire, etc. Et je leur ai dit, m'expliquez pas, parce que sinon je saurais où il faut mettre la caméra, et que ce qui m'intéresse, c'est le décalage. C'est le décalage entre le fait de me retrouver, moi, qui n'y connais absolument mais rien du tout en BTP, à essayer de comprendre avec justement ce cadre. En fait, j'essayais de me mettre à réfléchir à ce que je voyais exclusivement que dans le cadre, en me disant, puisque mon dispositif de travail, c'était de travailler en cadre fixe, je me disais, en fait, il faut que quand mon cadre est posé, l'histoire, le mouvement, l'organisation, ce qu'ils sont en train de faire, l'appel 1 qui amène du sable pour l'appel 2 qui va la mettre dans un camion, etc., il fallait que je le comprenne au cadre.
Parce que si moi je le comprends en cadre, c'est le premier pas pour qu'un spectateur, un jour, 2 ans, 3 ans plus tard, le comprenne. Quand je fais mon journal filmé, je pense que 5 minutes avant, je ne sais pas ce que je vais faire. Simplement, ça a... je me suis nourri de quelques trucs pendant la semaine. Pendant les 2-3 jours, j'essaie vraiment de me tenir à minimum un épisode par semaine. Et en fait, c'est un espèce de recueil un peu intuitif de choses qui me sont passées par la tête, par les gens que j'ai vus, par ce qui s'est passé dans la semaine, etc. Ce qui veut dire que tu filmes chaque jour? Pas forcément. Alors de moins en moins. Bon, c'est assez marrant. Le journal maintenant, c'est souvent filmé en lieu fixe. Je filme quand même beaucoup d'épisodes chez moi, qui est devenu vraiment un décor complet. Donc en fait, le dispositif, il est très simple, prendre ma petite caméra, mon petit caméscope, mais le mettre quand même sur un gros trépied, pour pouvoir me filmer, puisque souvent je me filme, donc j'ai besoin, j'ai pas ce que t'as toi d'avoir là on est en train de se voir, nous faire filmer. Ouais. Moi j'ai beaucoup de mal à ne pas regarder là. Quand tu m'avais filmé. Et pourtant, il faudra que tu regardes là-bas. Oui, mais ça, en fait, pourquoi je parlerais. Tu m'as dit qu'il fallait que je regarde. Il faut que tu regardes le gros rond là avec. Et le gros rond là-bas, il faut pas que je regarde parce qu'il est censé te regarder lui. Mais ça, déjà, bon. Oui, tu vois, je perds le fil de ce que tu m'as demandé. À force de regarder. Je vais pas côté. On avance, c'est pas un truc où je demande, c'est le truc de dire, par exemple, journal, c'est j'assiste à ça et je le filme. Je suis témoin. Je pense à Arnaud Delacote qui est témoin de rituels qui sont les siens tous les jours. Donc on voit les gestes d'Arnaud. Et toi, ça s'articule avec 2 instances. Là, par exemple, tu viens de faire... il y a eu ces fleurs blanches là, de l'éclosion de cerisier au printemps. Il y a une séquence très belle sur... Tu prends 2 minutes sur les fleurs blanches, et puis d'autres fois où tu décides de te mettre en scène, donc tu poses le trépied et tu vas jouer. Parce que... Je joue minimal. Hein. Mon personnage ne parle pas dans les films. Oui, mais c'est un personnage extrêmement élaboré qui convoque Jacques Tati, dont je suppose que tu as vu quelques films. Je suppose aussi. D'ailleurs, il faut que je le revoie là pour mon prochain film, parce que dans le montage son, j'ai besoin de réécouter. Et ça, c'est une tradition qui est vieille comme le cinéma, enfin de Charlie Chaplin, de Buster Keaton. Pour moi, c'est Keaton qui fait des plans larges et fixes et frontaux. En fait, pour moi, la frontalité... Et à quel moment s'est passé le fait que tu aies compris qu'il fallait que tu sois aussi dans le champ et que tu fasses ce personnage? Alors ça, pour le coup, là au moins j'ai une réponse. La première fois que je me suis filmé, c'est en faisant un film avec ma grand-mère. C'est marrant, c'est vraiment familial, les histoires de pourquoi on se filme, c'est quand je filme les gens de ma famille. En fait, j'ai filmé ma grand-mère, qui avait à l'époque 94 ans, qui était encore qu'on appelle une maîtresse femme, et en fait elle voulait tellement contrôler la mise en scène qu'au bout de 2 plans elle m'a engueulé en disant mais pourquoi tu te mets pas dans l'image? Et moi, petit-fils obéissant, j'ai dit bon d'accord. Je suis retourné, j'avais mis mon pied de caméra, son salon, 2 chaises, et je lui ai dit voilà, je me mets dans l'image avec toi. Et là je me suis découvert un personnage un peu comique. Je l'écoutais débiter des trucs de plus en plus épouvantables sur les photos de famille et j'accusais le coup. Et en regardant les rushs, je me suis rendu compte qu'effectivement, il fallait que je sois dans l'image. C'était un petit-fils et sa grand-mère et il fallait que je sois là. Ça vient d'une tradition. Hein. Moi, j'ai beaucoup travaillé et j'aime beaucoup le cinéma de cinéastes qui se filment en tant que personnage, instance, narrateur, on appelle ça comme on veut, qui font pas forcément de l'autobiographie ou du récit intime, mais dont le corps fait témoin, fait instance, fait le point, fait l'attard. Moi, quand je me mets tu me demandes comment je me filme en pied, oui, je fais 1m90, donc quand je me filme en pied, ça nécessite un plan assez large pour que je sois sûr que de mes pieds à ma tête, il y ait tout. Et donc j'institue un plan toujours un petit peu large, mais comme Tati ou les burlesques, tu travailles toujours un petit peu trop large. Ce qui fait que j'aime... Bon. Et donc voilà, donc premier film où je me filme, c'est celui-là. C'est ce court-métrage que je fais avec ma grand-mère. Et en fait, le deuxième où je me suis filmé, c'est encore plus tout ce qu'on veut, analytique, tout ce que tu veux, c'est que j'ai fait un film sur mon père. Et il a été tout de suite évident qu'en fait, c'était peut-être même le sujet du film, c'était d'arriver à se mettre dans le même cadre. Comment est-ce qu'on peut partager un cadre? C'était un début. Donc tu vois, il n'y aurait jamais eu 2 caméras qui auraient filmé. C'était
Et les plans, pour moi, les plus importants du film sont des plans que j'ai cadrés tout seul. Ouais. Donc je cadrais, je lui expliquais que j'allais faire le cadre, et je re-rentrais dans le cadre, et je me mettais à côté de lui et on parlait. Ah, ça a été quoi, toi, la première fois que tu as filmé? Tant qu'on est dans les premières fois. C'était où, comment, avec quoi? Les premières fois où j'ai filmé, ça compte pas, c'est parce que j'ai pas filmé. À 14-15 ans, j'ai voulu faire des fictions, des polars avec ma bande de copains, avec les caméscopes qu'on portait encore en bandoulière en noir et blanc, mais ça va pas être ça. La première fois que j'ai filmé, c'est la première fois que j'ai eu une caméra Super 8 dans la main. En fait, c'est le Super 8 qui m'a donné envie de filmer. Dans le sens où je retrouvais un cadrage. J'ai fait beaucoup de photos avant. Et tu faisais de la photo avant? J'ai arrêté de faire de la photo parce que c'était tellement cher de se payer des cassettes Super 8, parce que ça coûtait 100 francs la cassette de 2 minutes 30, que en fait je pouvais pas faire des photos et du cinéma. Donc j'ai arrêté la photo pour faire du Super 8. Et la première fois que j'ai cadré et que j'ai filmé, pour moi c'est le Super 8. Et je dis la première fois que j'ai filmé, parce que le Super 8 c'était une matière, c'était une texture, que ce que tu voyais n'était pas ce que tu recevais après 3 semaines d'attente par la poste, patati patata, et que tout ce processus-là de temps, d'interprétation de ce que tu vois par un procédé chimique, etc., là j'ai eu l'impression que je filmais. Cette texture, tu la reconnais avec ton téléphone? J'ai commencé à filmer avec le téléphone, parce que quand j'ai commencé à tourner avec un téléphone, c'est en 2007, que les téléphones avaient une définition de 177 par 144. Tu parles. Et que gonfler ça au format, pas encore HD, parce que ça n'existait même pas, mais au format DV, 756 par 500, je sais plus, 700 sur 500 quelque chose là. En fait, c'est dans le gonflement du codec d'origine, du format d'origine du téléphone à un format DV. Et quand j'ai fait ça pour voir ce qui se passait, je me suis dit, c'est du Super 8. C'est-à-dire, en fait, j'ai retrouvé le flou. Et tu peux pas le retrouver avec les appareils actuels. Non. Et comme je veux pas faire d'effets spéciaux, de post-production et de choses comme ça, je veux pas abîmer une image. S'il y a des plugins qui vont me donner l'impression. Non, mais ça je peux pas. C'est au moment où je le vois. Les premiers trucs que j'ai tournés au téléphone portable, c'était encore des téléphones portables qu'on tenait droit. Et en fait, tu voyais dans cette toute petite vignette qui te montrait l'image, tu bougeais comme ça et toutes les lignes bougeaient. Je crois que les premières choses que j'ai filmées comme ça, c'est des rétroviseurs. Des essuie-glaces. Et en fait, l'essuie-glace, ça devenait un serpent qui faisait comme ça. Et là, je me suis dit, d'accord, ok, ça m'intéresse. Je retrouvais, gros mot, j'ai retrouvé une poétique dans l'image. Alors qu'on commençait à être attaqué par le truc du HD, j'ai mis 10 ans de plus que mes copains à accepter de faire du 16/9, parce que je trouvais que le 4/3 c'était quand même beaucoup plus... Ça correspondait plus au regard. Ouais, et il y a beaucoup de gens qui reviennent au 4/3 d'ailleurs. C'est normal, c'est beaucoup plus... C'est une compo pour filmer des visages. Moi j'ai encore du mal, mais un mal terrible à filmer des visages avec le HD. Par exemple, c'est tout récemment sur celui que j'utilise là, donc qui nous filme le Lumix S5, ils ont rajouté un menu de filmer en 4/3. Ouais, mais ça... Alors c'est formidable pour filmer des pelleteuses, mais pour filmer des humains... C'est Fritz Lang dans Le Mépris qui dit que c'est fait, pourquoi le cinémascope, il dit que c'est fait pour filmer les serpents. Je trouvais ça assez juste. Et en même temps, on te propose des objectifs anamorphiques qui miment justement ces écrans très larges. Toi, c'est pas quelque chose qui t'intéresse? Non, moi j'aime le 35 mm photo, le 50 dont on disait toujours que ça correspond à une vision. C'est la vision humaine. Je suis pas trop d'accord, donc on va en reparler. En optique, c'est vrai. Mais toi, c'est parce que t'es myope. Allons-y dans ce sens-là. C'est pas forcément un myopie. Bon, là, un objectif, c'est ça. Et moi, j'ai toujours cette phrase qui m'a vraiment de Jonas Mekas, qui avait fait une école de cinéma, et il dit: j'ai rien appris sauf l'objectif. Et pour lui, c'est pas la caméra, c'est pas quoi que ce soit, c'est la notion d'objectif. Après, cette chose-là de la photo qui travaille au 50 mm, moi 50, ça doit être cet angle-là, et
en théâtre, quand on veut savoir tous les exercices qu'on fait, savoir où sont les autres, et c'est pareil pour les danseurs, et pour moi en écriture, c'est pareil, si je veux voir un paysage, je travaille sur les zones périphériques de la rétine, et si je cherche à quel endroit s'arrête ma largeur de champ visuel, c'est là, quoi. Donc on n'est pas du tout... donc pour moi, il n'y a pas de primat d'un angle de vue qui serait celui comme ça. Par contre, quand je vois une image grand angle par rapport à une image prise de loin, effectivement, peut-être que moi j'aime bien les choses qui sont vues de près, mais j'arrive pas à travailler avec un 50 mm. Parle-nous des objectifs alors. Alors là, en fait, je sais pas. On en a parlé parce que je te parlais de là ton projet. Tu m'as dit ce que tu as filmé en grand angle. J'ai l'impression que quand on passe d'un plan à un autre, c'est les ronds, c'est le flou autour qui organise le. C'est complètement. J'ai pas de preuve scientifique de ce que j'avance. Ça, c'est moi qui ai cette sensation-là. Je ne vois pas comment on peut arriver à monter deux plans au grand angle. Parce que dans ma perception, ces plans sont ronds et pas carrés, ou rectangles. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression de voir la courbure. Et au raccord, c'est comme si tu raccordais pas quelque chose qui est deux rectangles. Pour moi, ça se raccorde. Deux trucs comme ça à angle, et ben, c'est comme si je trouvais jamais la bonne image pour accrocher. C'est un effet. Et ça, est-ce que c'est un objectif ou est-ce que c'est un cadre? Est-ce que c'est pareil de filmer avec objectif et filmer avec cadre? Non, c'est pas pareil, mais tu vois là... Par exemple, filmer avec quelque chose qui n'a pas d'épaisseur alors que l'objectif a toujours une longueur. Non, ça va. Ça passe. Je préfère quand même encore la caméra, mais c'est pareil, j'ai besoin de sentir un poids. Qu'avec le téléphone j'ai pas vraiment, mais bon, j'ai tellement aimé filmer avec le téléphone, ça a été une telle libération, un truc, on peut pas encore faire plus rapide. Le téléphone, tu le sors de ta poche, tu mets l'application qui tourne à 25 images secondes et tu y vas. Si t'es un petit peu exercé, tu sais où quand ta lumière est là, mes trucs tu parlais de mes trucs de fleurs blanches là. Pourquoi ce film-là, il a été tourné entre 11h20 et 11h45, comme c'est précisé sur ma chaîne Patreon, c'est parce que le jour des fleurs blanches, c'est le jour des fleurs blanches, 2 jours après, il y a eu du vent, c'était foutu, c'était terminé, c'était ce jour-là, donc j'étais en train de faire, je sais pas quoi, du montage, je travaillais avec les étudiants, j'avais 25 minutes pour filmer une quinzaine de fleurs blanches différentes sur une quinzaine d'arbres différents chez moi, et c'était absolument ce jour-là, et la rapidité jouait, et là j'étais à l'œil ton, j'étais au pied, au téléobjectif, parce que quand j'aime le grand angle, je ne vois rien, le téléobjectif me raconte quelque chose, par contre. C'est-à-dire que l'écrasement des perspectives me raconte... Bon, alors là, c'est pareil, sans que ça soit bien malin, je me suis... On raconte quand on filme ou on raconte quand on monte? Les deux. Peut-être qu'on raconte contre le tournage, je pense, un petit peu. Pour moi, tu montes ton journal chaque semaine? Je monte mon journal la plupart du temps dans la foulée du tournage. Ouais. Mais par contre, la globalisation et la production du journal comme film, elle se fait annuellement. Voire beaucoup plus long. Sur les films, alors je sais plus trop comment on appelle ça, mais la distinction que fait Mécasse entre un journal filmé qui est une pratique quotidienne et ce qu'il appelle un film journal, qui est la sélection, le travail de remontage, etc. Lui, il pouvait aller jusqu'à 40 ans de décalage. Donc moi, les films journaux, si je reprends la même terminologie, ça peut être tous les 5 ans, tous les 6 ans, parce que souvent les films journaux, ils sont à peu près ils couvrent une période de 4-5 ans. Donc en gros, ça serait ça, la périodicité. Et ouais, c'est ça, j'en monte un tous les 4 ou 5 ans. Ce qui représente une fraction minime de ce que tu as tourné. Ah ben oui. Et pourtant, je me rappelle par exemple, c'est la visite à l'île de Noirmoutier, où ces images semblent pour moi presque... On s'en souvient avec une rémanence énorme. Ouais. Ça a été filmé en 2 heures, avec un moment.
je dirais que je filme que ma famille, alors qu'en fait, justement, non, c'est rare. c'est des moments rares, mais Alors, quand on t'entend, on s'aperçoit que les questions de codec, de cadre, de focale, etc., c'est toujours extrêmement précis. C'est fondé par l'histoire du cinéma que tu connais sur le bout des doigts par cœur. Et nous, là, dans nos domaines de littérature, tout d'un coup, on a la possibilité de faire de l'image et on déboule là sans rien y connaître. Et il y a toujours ce truc de dire, bah, prends ton téléphone, filme, et puis ça y est, tu le mets sur YouTube, et ça y est. Qu'est-ce qu'on a à dire à des gens qui veulent se lancer dans du journal filmé ? Qu'est-ce que toi tu dirais le processus d'apprentissage, qu'est-ce qu'il faut maîtriser, qu'est-ce qu'il faut savoir, est-ce qu'il suffit de prendre son téléphone et de balancer sur TikTok ? Non, ça certes, sans doute pas. Comme c'est mon actualité là pour l'instant de ce que je suis en train de finir comme travail, je dirais aux gens, regardez les films que font des étudiants avec qui je travaille sur le journal filmé. Ouais, ça on va en parler aussi. Au bout de 2 mois, regardez ce qu'ils font au bout de 2 mois. Regardez comment au bout de 2 mois, ils ont intégré la question de l'intime, pas intime, de se filmer, c'est toujours se mettre en scène, il y a toujours une narration, et que du journal filmé est peut-être, en fait, le type de cinéma le moins narcissique. Je pense vraiment ça. Donc allons-y là sur ce thème. Donc tu as à la fac 2 groupes d'étudiants chaque année. Ouais. Et qu'est-ce que tu leur... Donc c'est une séquence d'exercices. Est-ce que c'est une suite d'exercices ? Tu as donné plusieurs catégories, l'intime, pas l'intime, l'histoire, pas l'histoire. Quels exercices tu proposes ? J'ai l'impression, alors c'est marrant parce que tous les ans en fait on le fait, là je l'ai fait avec un groupe et pas avec l'autre, et je me rends compte qu'il y a une différence, assez nette sur les films. C'est une mobilette qui passe dans la rue. Ouais, 2 mois après. Premier exercice qu'on fait, c'est qu'en fait on va filmer ensemble. On est un groupe d'une dizaine, et là en l'occurrence c'était l'intérieur de la fac, la nuit, le vendredi soir, parce que les cours étaient le vendredi soir tard et que la fac s'éteignait, se fermait autour de nous. Et qu'à un moment, le gardien nous a dit « il faut sortir ». On a combien de temps ? Vous avez 20 minutes. On a dit « voilà, bon bah ok, ça c'est un exercice ». On a 20 minutes, chronique de la fac éteinte, vide. Qu'est-ce que vous allez chercher comme vue ? Faites un film. Les plans se sont entrecroisés, on était une dizaine à circuler comme ça dans 2 étages. Il y avait un des gars qui avait une trottinette qui émettait une lumière rouge clignotante. Évidemment, tout le monde s'en est servi. Et on est quasiment arrivé parfois à des films de science-fiction. Je venais de leur montrer un extrait de Mécas. Il y en a un qui m'a renvoyé un dossier écrit là, qui m'a dit « mais je venais de voir Mécas, j'étais complètement imprégné. J'ai fait des plans de 4 images et puis je les ai pas montés. » Bon. Donc j'ai l'impression que cet exercice paradoxal, c'est une pratique complètement solitaire, de le dire... déverrouillons le truc, allons le faire ensemble, mais chacun fait, chacun ramenait son regard sur ce moment commun. Tous avec téléphone. Avec ce qu'ils avaient. Le principe de cet atelier, c'est qu'il n'y a aucune formation technique. Ils doivent filmer et monter tout seuls, sans rien. Dans le meilleur des cas, je peux leur donner des noms de logiciels. Ils me scotchent de plus en plus. Là, il y en a de plus en plus qui montent avec une appli qui s'appelle iShot ou iCut, je sais pas quoi, un truc qui est directement sur téléphone. Directement sur téléphone. Où là, c'est-à-dire qu'en fait, ça ne sort plus du téléphone. C'est filmé avec le téléphone, monté avec le téléphone, publié sur YouTube. Et bon, les lumières faisaient ça. Les lumières, ils projetaient avec le même appareil que l'appareil de prise de vue était l'appareil de projection. On n'a rien inventé du tout. Ils faisaient du journal filmé. Je leur demande souvent qu'est-ce qu'on fait comme les premiers exercices. Quelque chose qui viendrait bien d'un monsieur qui est à côté de moi. Dis donc, tu sais ce que c'est le premier exercice que je leur fais. C'est filmer, faites un autoportrait à partir de 2 objets. Ça veut dire qu'à chaque séance, tu as un exercice ? Non. À chaque séance, on regarde des films. Et on parle beaucoup. Ouais. Alors, c'est rigolo, ceux qui... Ah, mais vous êtes en permanence en train de surinterpréter, etc. Et non, on parle. On parle à partir des images, on parle. On parle. De quoi vous vous rappelez ? Qu'est-ce qui fait que vous avez détecté, alors qu'il n'y a aucune
Narrativement, il n'y a rien qui vous explique. Comment vous savez que le monsieur, en l'occurrence Jonas Mekas, quand il filme des gens, il y a quelqu'un dont il est amoureux et ça se voit et on le sait. Moi, je pense que quand on a compris ça au téléphone... Et si je te demande 5 films que tu as projetés dans ton cours? La rencontre d'Alain Cavalier, le filmeur d'Alain Cavalier. On a regardé des longs extraits de Walden de Mekas. On a regardé un journal filmé que je trouve merveilleux qui s'appelle Le Journal de septembre de Eric Powell, qui est un cinéaste belge que j'aime énormément. On a regardé un petit extrait de J'aimerais partager le printemps avec quelqu'un, qui est le premier journal filmé que Joseph Morder, qui est un de nos... Alors vraiment... un des premiers à avoir tenu et qui tient toujours un journal filmé à la fois en Super 8, en vidéo. Premier film qu'il a tourné avec un portable, premier journal filmé avec un portable qui s'avère être un faux journal. Donc on travaillait sur cette notion-là. C'est un journal filmé, mais il y a un acteur qui prend un rôle. Et on travaille là-dessus. Qu'est-ce qu'on a regardé d'autre? Des extraits, donc je vais pas citer non, mais ça donne... Puis les premiers films de Naomi Kawase, cinéaste japonaise qui maintenant fait beaucoup de fiction, que je trouve un petit peu plus convenue, mais ces 2 ou 3 premiers films qui s'appellent Escargot, Dans tes bras, c'est des choses extrêmement graphiques, super belles, en super 8. Tout à l'heure, tu m'as sorti une phrase bizarre, tu m'as dit « Il y a longtemps que je n'ai pas filmé des gens ». Ouais. Alors, les gens, il y a la démarche du documentaire, il y a la démarche de fiction, c'est-à-dire demander aux gens de faire ceci ou cela, qu'ils soient acteurs ou qu'ils ne le soient pas. Et il y a cette démarche où toi, tu filmes des gens quand tu te filmes quand même, si c'est toi. Je suis les gens. Et est-ce que ça veut dire que le journal filmé, c'est une famille à l'intérieur du cinéma et que de l'autre côté, le cinéma regardeur des gens, des personnages, c'est une autre famille? C'est quoi les frontières là? Je sais pas, parce que par exemple, là dans l'atelier que je donne, le premier truc que je leur dis, ce qui est une réalité économique et tout ce qu'on veut, la plupart des gens qui font un journal filmé à un moment, en tout cas les gens qui sont dans le champ du cinéma, c'est souvent un pas de côté. Ouais. Varda, quand elle commence à faire du journal filmé, c'est Varda. C'est plus, moi, depuis que j'ai découvert, notamment grâce à toi qui a fait le boulot de défrichage avant, c'est des gens que j'ai découvert qui travaillent directement sur YouTube, qui eux n'ont pas une activité de cinéaste entre guillemets professionnelle, et où du coup ce distinguo il opère plus. Mais dans le cinéma, je sais pas quoi, il y a Dominique Cabrera qui est une cinéaste documentariste qui une fois de temps en temps, tous les 5-10 ans, je sais pas quoi, fait un journal filmé. Ou du cinéma autobiographique, parce qu'on ne faudrait pas non plus entièrement en réduire. Godard fait un journal filmé quand il fait l'autoportrait de décembre en 95. C'est ce qui est le plus proche d'un journal filmé chez Godard. Mais souvent c'est un pas de côté. Ouais. C'est rarement une activité unique. Et est-ce que pour toi, c'est 2 activités différentes, celle où tu es journal et celle où tu es filmeur? Le mot filmeur étant un mot que tu utilises avec Arnaud Delacote par exemple. Parce que je n'utilise pas le mot réalisateur. Que le mot cinéaste, c'est compliqué. Historiquement, cinéaste, c'est quelqu'un qui travaille avec de la pellicule pour le cinéma. Le cinéma étant entendu comme la salle 2. Et donc se définir comme cinéaste voudrait encore dire qu'on fait des films pour les salles de cinéma qui sont distribuées, exploitées. Ils sont exploités. Et donc c'est Cavalier, je crois aussi, qui a inventé qui a popularisé le terme de dire en fait on est des filmeurs. C'est-à-dire que c'est plus une capacité technique d'être ce qu'on appelle chef opérateur ou directeur de la photo. Moi je suis pas directeur. Je suis filmeur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est qu'à un moment, je ne peux pas déléguer ça à quelqu'un.
Ce qui est étrange, c'est que quand tu filmes, tu restes dans ce lieu. Tout à l'heure, tu disais, je suis pas cadreur, mais je veux la caméra, je veux ça, etc. Et si j'ai quelqu'un, un sondier, si tu as quelqu'un avec toi qui fait le son, il travaille indépendamment de toi, mais toi, tu veux être tout seul à cet endroit-là. Par contre, quand tu montes, tu en appelles là, tu viens de passer 2 mois avec une monteuse, tu vas avoir un ingé son pour le montage son, tu vas avoir la colorimétrie. Elle est où de cette frontière du travail seul? Qu'est-ce qui est fait seul et qu'est-ce qui est par rapport à des gens comme moi où on bricole toute la chaîne? Ben moi, j'en suis arrivé quand même plus, vraiment beaucoup plus souvent être dans la même non-économie et la même radicalité que toi. C'est-à-dire qu'effectivement, je vois pas pourquoi on déléguerait beaucoup de choses. Moi, je suis compétent pour faire du montage, par exemple. C'est le truc où je peux me dire que des fois, je travaille comme monteur de film. Quelqu'un qui me dirait, tu veux bien être chef-op sur un film, je lui dirais, bah non, prends quelqu'un qui sait le faire, moi je sais pas le faire. Je sais filmer ce dont j'ai besoin pour mes films à moi. Je pourrais très difficilement filmer pour quelqu'un d'autre. Ou alors le dispositif est bien calé, on est d'accord, c'est une dépanne, mais je peux pas amener ça comme métier. Je rééprouve quelque chose que ça fait 15 ans que j'avais pas travaillé avec des gens dans une config dite de production un petit peu plus classique. Je suis en train de redécouvrir ce que ça change dans le mode de travail. Tellement je bosse seul, à part au son, depuis très longtemps. Et nous, alors, ce qui nous sépare radicalement, mais on va pas en faire un objet de conflit. Non, moi, le livre, je sais pas ce que j'ai comme livre là, prenons le premier qui est sur la pile, c'est un objet d'intimité. C'est-à-dire, il y a moi, il y a ce truc-là, il y a le fermer, le rouvrir, le parcourir. Et ce que le livre me décrit, c'est sans doute un au-delà de lui-même, mais ce rapport au geste et à l'intimité, évidemment, j'ai été spectateur de films comme un autre, même si j'ai toujours eu ce primat-là, mais quelque chose s'est ouvert et s'est mis de façon pour moi totalement différente, en particulier depuis donc une dizaine d'années avec YouTube, quand le visionnage aussi a été un objet d'intimité. J'utilise pas trop le téléphone, je suis pas génération de ça. Pour regarder. Mais là, pour moi, l'iPad ou l'objet qui m'est le plus familier, ça reste quand même mon Mac portable, c'est un objet d'intimité, puisque c'est ma table d'écriture, c'est ma table, et c'est avec lui que je monte, etc. Et donc, pour moi, j'ai l'impression que ce qui m'a ouvert là, cette pratique vidéo, c'est de le faire pour cette intimité-là, de construire pour cette intimité. Et se dire, quand je vois monsieur Yvan Petit, qui met son projecteur dans le coffre, et qui organise un écran dans un préau d'école, et qui va emmener son film, et qui me dit, ça c'est le cinéma. Non. Toi, cette instance de projection, c'est quoi pour toi? Mais parce que moi, ça vient de là. Moi, je vous ai rejoint tous, là, travaillant beaucoup sur YouTube, très très tardivement. Ça a plutôt été un truc de plus. C'est-à-dire, en fait, est-ce que c'est pas ça aussi un espace, en fait, extrêmement libre? Je crois que mon lieu de projection préféré, c'est l'extérieur à la tombée de la nuit. Mais c'est pas loin de ce que tu racontes sur le bouquin. C'est qu'en fait, l'écran, du coup, ne représente plus que ça. Mais qu'est-ce qui se passe autour? Là, je regardais avant-hier le journal de Pierre Ménard. Allez voir un film et ce mystère, toujours que tu sors de la salle, et tu es rentré l'après-midi, tu sors, il fait nuit. C'est ça. Et moi aussi, évidemment, j'ai ce genre de souvenir-là. Très, très fort, enfin. Mais je pense que je regarde aussi avant-hier, Ange Leccia, un film qui se passe au Louvre avec juste un personnage, des superpositions. C'est un film de 16 minutes. Et je le découvrais par l'ordinateur, ça me suffit. Je suis pas. Moi, c'est bizarre parce qu'en fait, je suis un ancien littéraire. Je pense vraiment qu'il y a un truc comme ça. J'ai commencé par faire je sais pas quoi, bac littéraire, fac de lettres, et le cinéma est venu remplacer. J'ai tellement arrêté de lire quand j'ai commencé à regarder tellement de films
un vrai truc d'abandon. Enfin, et c'est tragique, je me retrouve aujourd'hui, je suis vieux maintenant, et je me dis, mais tout ce que t'as pas lu. Parce que ça m'a pris, j'ai regardé 2 ou 3 ou 4 longs métrages par jour pendant des dizaines d'années. Parce que j'avais cette impression encore que le cinéma, je pourrais presque tout voir. Maintenant, je sais que c'est foutu parce que, fort heureusement, le cinéma s'est tellement démultiplié sur plein de supports. Il y a des gens qui disent pourquoi tu vas plus en salle de cinéma. Je dis mais parce que vous avez vu tout ce qu'il y a sur Internet, que j'épuise pas le truc. Par contre, je crois que je viens de cette cinéphilie où quand même l'image elle est plus grande que moi. Ouais. Ah, ouais. Ouais. J'ai un vidéoprojecteur chez moi et les films je les regarde. Alors des fois je consulte un film. Pour nous aussi, le livre, l'axiome, on dit size matter. Quand tu dessines une couverture, c'est que le même motif typographique selon la taille. Et cette image tenue dans les mains, pour moi, reste. Non, mais ça, moi, je consulte. Il y a la plateforme documentaire Tank. Souvent, je consulte, pareil comme toi, sur le petit portable, sur mes genoux, je regarde un film. Mais si je vois un film qui vraiment où ça me travaille, je vais le re-regarder en grand. Pas forcément au cinéma. C'est pour ça que je dis, je crois que maintenant, pour moi, le lieu préféré, c'est en extérieur, au printemps, au début de l'été, à la tombée de la nuit. Il faut que tu attendes quand même que le ciel, ils veulent bien baisser un peu pour qu'on y voit quelque chose. Mais t'attends et tu regardes un film à 10-11 heures le soir et t'entends les oiseaux et les arbres et le vent et tout ça. Mais ça vient indiscutablement quand même de ce truc-là. Le lieu salle, il a été je viens de l'église, quoi. C'est quand même vraiment ça. C'est un cérémonial. Et si, pour finir, je posais cette question de... est-ce que la question documentaire-fiction a encore une... de toute façon, c'est idiot, personne ne peut répondre à ça. Mais cette frontière, tu la travailles quand tu deviens toi-même le personnage de ton journal. Ouais. Tu fabriques une fiction parce que tu installes une situation absurde. Oui. Et en tout cas que tu joues pour la caméra. C'est low fiction aussi. Comment tu la formulerais, cette différence entre le documentaire et la fiction ? Étant un espèce de truc bizarre qui s'est retrouvé... Je me suis retrouvé par hasard à étudier à l'université, ce qui est un drôle d'endroit pour faire du cinéma, l'écriture de scénarios, principalement de fiction. Je suis sorti de la fac, j'ai tourné mon premier documentaire. Je me suis rendu compte, et alors que j'avais été très malheureux, j'arrivais vraiment pas du tout à écrire des scénarios de fiction. Ça me plaisait pas, je me sentais pas bien, j'avais une frustration mais épouvantable. Je suis sorti de l'école, le premier film que j'ai fait, c'est un documentaire. Et là, j'ai compris à quoi ça pouvait servir d'écrire. En fait, ça m'aide, la fiction, c'est en gros l'écriture de fiction, m'aide à ne pas écrire mes documentaires. Wow. J'improvise des mises en scène. Alors je me plante un peu plus que les gens qui travaillent, parce que ça pourrait être un truc de feignant aussi. Des fois, j'ai quand même des post-it où j'écris. Voilà, c'est ma taille d'écriture, moi c'est le post-it. J'écris mes idées. Étant entré dans ton atelier, il y a des planches avec des post-it qui bougent. Les post-it, c'est les séquences. Donc l'écriture se fait aussi au mur. Ouais, mais les petites idées de journaux, des fois quand j'ai pas le temps de le faire ou que je me dis attends, on va attendre une meilleure lumière à un endroit, il faut que j'aille à un endroit, machin, je note les plans sur un post-it en disant voilà, je voudrais faire quelque chose qui commencerait comme ça. Mais le distinguo entre le fiction et le documentaire, alors déjà je m'en tape, vraiment je m'en tape. Elle m'enquiquine parce que c'est une frontière posée par les institutions pour trouver de quoi un tout petit peu financer le boulot. Qu'il y a très peu de cinéastes qui ont circulé de l'un à l'autre, mais comme par hasard c'est quand même chez eux que je trouve les choses les plus intéressantes, et qu'en fait les films qui moi m'habitent sont des films qui sont au-delà de cette question documentaire fiction. Les films de Paulet, les films d'Hanoun, les films de Mékas, les films de Maurice Lehmann, les films de Joseph Morder, on joue entre la fiction et le documentaire en permanence, mais de savoir si c'est du documentaire ou de la fiction, ça n'existe pas.
Puis après, quand tu discutes avec des documentaristes, il y aurait la question du documentaire télé, puis du documentaire cinéma, qui est aussi une fiction. C'est une fiction. Et l'instance plastique chez toi, parfois passe en avant de la question document. Ouais. Quand tu filmes des pelleteuses, tu as toujours dit, je filme un ballet. Ouais. Et je filme de plus en plus. Quand je disais, il y a longtemps que j'ai pas fait de film avec des gens, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que mon travail depuis presque une dizaine d'années maintenant, c'est vraiment d'aller chercher plutôt du côté de la matière. Et de travailler une espèce de narration par la matière. Eau, terre, ciel, arbre, je sais pas quoi. Et je fais ça avec des objets, des matières depuis un certain nombre d'années. Ce qui m'intéresse, c'est la narration cinématographique. J'ai l'impression que dès qu'on met une caméra quelque part, on raconte. Non, c'est une vacherie, la question du documentaire, en fait. Ouais, mais c'est bon. Par contre, il y a cette phrase, dès qu'on met une caméra quelque part. Mais quelque part, ça peut être, ton bureau est une fiction avant que j'y rentre. C'était une fiction. Le lieu était complètement fictionnel. Pour revenir à ta question des objectifs, le fait que tu filmes dans ton bureau avec ton 18 mm au lieu de filmer avec un 50 mm, tu le dis toi-même, c'est pour que ton bureau ait l'air plus grand. Bon, ben, si je vais au bout de mon raisonnement, cette volonté-là, c'est une volonté de fiction. Tu veux me faire croire que ton bureau est plus grand qu'il est. Alors que là, on est serré. Bon, pour moi, la fiction a... Ouais, non, vraiment, il faut un blague, je pense. La fiction, elle commence à cet endroit-là. C'est tu choisis de dire que, par exemple, un bureau est plus grand qu'il est. Tu choisis de ne pas montrer que ton portail, il est à 5 mètres là-bas. Je choisis chez moi... Alors on ne voit pas le bazar dans mon tiroir. On voit pas le bazar là, alors que tu as plein de disques durs, Lassie Rug et du... Moi, je choisis je fais beaucoup de mes films chez moi, depuis que j'habite à la campagne, qu'il y a un jardin, etc. Je filme qu'un côté de chez moi. J'ai fabriqué un espace un peu fictionnel, où il y a une entrée, un portail avec lequel je joue, un champ au-delà, mais l'arrière de la maison, il n'existe pas. Les amis qui sont venus chez moi la première fois disent c'est pas comme dans ton journal. Et je dis non, parce que cette partie-là, elle est hors champ. Dès qu'il y a un hors champ, il y a une fiction. Voilà, si on veut faire de l'analyse cinématographique à 2 francs 20, ça serait une idée comme ça. Dès que je choisis qu'il y a quelque chose qui reste hors champ, et ça rejoint l'histoire du 50, etc. Le 18, moi j'ai l'impression qu'on est déjà trop large. Donc je suis obligé déjà de montrer trop large. Si j'aime beaucoup les téléobjectifs, c'est aussi parce que ça me permet d'extrêmement fragmenter ce que je veux montrer. C'est-à-dire, voilà, je travaille à partir de cette portion-là. Ce qui rentre là-dedans, rentre dans ce qu'on raconte. Si ça reste hors champ, c'est que ça a décidé de rester hors champ. Bon, voilà. Je bouclerai la question de le 18 mm, la fiction, le documentaire, YouTube, l'intimité. Tout en gardant une part écrite dans tes films, puisqu'il y a toujours ces cartons. Des cartons, ouais. Avec tes légendes écrites. Ouais. Qui sont, que j'écris en direct au montage. 90%. Allez, ne sors pas y être sûr. Des fois, j'écris quelques cartons sur un post-it, mais souvent, c'est au moment du montage. L'écriture de ces cartons qui sont, je sais pas quoi, une espèce de pensée du narrateur ou c'est écrit en fonction du montage de l'image et de ce qui se passe en son en dessous aussi. Ça se croise. Alors voilà. Moi, j'écris pas, je parle. Oui, mais ça, voilà. Est-ce que tu retranscris ce que tu filmes? C'est la deuxième fois que quelqu'un s'assoit là pour qu'on parle. Il y a eu Gwen Daniel une fois, comme ça, et pourtant j'ai bien envie de continuer ces affaires-là. Ouais. En fait, j'ai quand même oublié qu'il y avait un écran qui d'ailleurs s'appelle Lilliput. Ça vient de Gulliver. Ouais, c'est ça. Il y a un écran 4K qui nous filme, et donc là effectivement, on voit qu'on est tous les deux. Enfin, on s'est pas regardé, tu vois, ne serait-ce que ça. Moi, je faisais exprès de regarder là pour que tu regardes là. En fait, on parle quand même en fonction de ces appareils-là. Oui, évidemment. Tu disais tout à l'heure que ton cinéma suppose quelqu'un qui le regarde. Ouais. Que tu t'enlèves du dispositif pour que quelqu'un regarde le film. Je pense qu'on a la même chose pour l'écriture, évidemment. Non, mais je pense... Allez. Ce sera monté sans... Non, ce sera publié sans montage. Sans blague.
non. Continue. Attends, on a dû au moins discuter. Est-ce qu'il y a l'heure de... Est-ce qu'il y a le temps sur ton... Non, mais ça, c'est question des formats, on n'en a pas parlé. Mais pour moi, c'est important. Je pense qu'avec la question du podcast, il y a eu une norme pendant un temps où les YouTube s'établissaient sur 8 ou 10 minutes. Ensuite est venue cette espèce de bulldozer, là, des petits trucs verticaux d'une minute. Moi, ça m'a beaucoup appris d'en faire. Mais s'installer dans une écoute, appelons un vidéo podcast ou appelons n'importe comment, mais pour moi ce format long, c'est quelque chose qui a sa pleine viabilité. Ou peut-être on peut justement s'écarter du visuel et juste garder l'audio. Ça, je le fais souvent. Quitte à, sur l'écran, tout d'un coup, là, ce qu'ils disent, attends, quelle tête ils faisaient. Non, mais moi, c'est ça. Moi, je peux pas. Ce que tu fais quand tu parles sur des longues périodes, en fait, je ne peux pas. J'essaye des fois de je sais pas quoi, faire autre chose ou de le garder que en audio. Mais en fait, comme je sais que tu l'as filmé, le regarder et te regarder en train de parler fait partie de ce que tu me proposes. Je ne peux pas l'écouter en audio. Si tu me disais, voilà, je te le propose en podcast audio, je le regarde en podcast audio. Mais si t'es filmé, je te regarde. Ouais, mais je crois que je suis un peu pareil. Mais par contre, ces formats longs, ou simplement très conversationnels, ça fait partie désormais de mes usages. Comme avant, il y a le livre, il y a les revues, il y a le journal, il y a différentes strates dans l'imprimé. Pour moi, dans le visuel, il y a aussi cette strate-là, le droit de converser ensemble et de le partager à quelques amis. Salut, bonsoir, au revoir, et à tout bien.